Bonjour, bienvenue sur ma chaîne consacrée à la décroissance joyeuse et à des pistes de réflexion sur la consommation, sur notre place dans cette technologie, cette place philosophique que nous occupons et qui nous permet justement d'avoir un autre regard sur cette société, sur les bienfaits et les méfaits que nous pouvons ressentir par rapport à l'apanage de la consommation, de cette vision aussi fermée sur les perspectives d'évolution quand on ne fait pas partie d'une classe très haut de la grande bourgeoisie, comment s'élever culturellement, financièrement et casser certains plafonds de verre, ne serait-ce que psychologiquement. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, restez ici. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase que j'ai vue et qui m'a beaucoup inspirée parce que elle était très violente, je trouve, très clivante et néanmoins elle était assez inspirante sur le fait que dans 100 ans, personne ne se souviendra de toi. Peut-être que si tu as de la chance et que tu as une famille, peut-être que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants parleront encore de toi avec un peu de tristesse dans la voix, un peu d'émotion, que une photo de toi traînera dans le coin d'une maison, mais il est aussi fort probable que, comme dans énormément de familles, même si nous connaissons les noms de nos arrière et arrière-arrière-grands-parents, on finisse par tomber dans l'oubli et que, sauf cas extraordinaire, et ben tout ce que tu auras fait dans ta vie au quotidien, ça n'importera plus à personne. Et c'est vrai que c'est une phrase que j'ai trouvée assez brutale parce que on essaye tous de faire des choses qui comptent pour les autres, qui comptent pour soi. On a tous en soi forcément une petite part d'esprit qui va te dire j'ai envie de faire quelque chose qui compte pour le monde, qu'on se souvienne de moi, de me réaliser. Et la réalisation, souvent 90% du temps pour les gens, ça passe par la reconnaissance des autres, chose qui est très difficile à obtenir et qui peut être aussi à double tranchant parce que quand on devient important pour les autres, on devient aussi une cible. Faut quand même le savoir et honnêtement, faut aussi le dire. Quand on accomplit des choses dans la vie, je trouve que il y a des gens qui sont heureux pour nous, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui en profitent parce que nous devenons atteignables. Et en fait, au final, quand on a cette piste de réflexion, que personne ne se souviendra de nous dans 100 ans, je me dis, est-ce que justement les choix que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce que les choix que j'ai envie de mettre en place pour ma vie et que je prends le temps de vouloir y réfléchir, de vouloir les monter, de vouloir les réussir, est-ce que ça importe finalement? Est-ce que j'ai pris le bon angle d'attaque pour ma propre prospérité, mon image dans le temps? Et en fait, c'est à mettre en relation avec la phrase de cueillir le jour chaque jour. Mais c'est si facile à dire qu'à faire en fait, parce que chaque matin on se lève avec l'envie de vouloir profiter de sa journée, de vouloir se couper les cheveux très courts, de pouvoir changer de couleur, de pouvoir partir très loin, de faire un pèlerinage, d'aller à une exposition, toutes les choses en fait qu'on s'interdit. C'est le fameux mouvement YOLO qui est aussi parfois un peu problématique parce que ça libère des gens, mais ça libère aussi des gens qui vont libérer énormément d'économies qui sont mis de côté pour aller monter un projet. Et parfois, ça peut avoir des conséquences une fois que l'atterrissage est un peu dur et qu'on est sorti de cette phase un peu psychologique de toute façon, j'ai qu'une vie, autant vivre à fond. Parfois, quand c'est pas forcément préparé, ça peut avoir des conséquences assez terribles en termes d'image de soi et financièrement et sociologiquement avec la perte d'un emploi. Ça, c'est dans les situations les plus extrêmes parce qu'on n'est pas obligé de faire des choix qui vont nous engager sur les 6 prochains mois, mais on peut aller voir un film qu'on avait envie de voir depuis longtemps et faire des choses qui n'engagent pas forcément l'intégralité de ce que nous avons mis en place depuis quelque temps. Est-ce que le fait qu'on ne se souvienne pas de toi est un sujet qui te pèse? Moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience que finalement, je vivais beaucoup pour les autres, que j'avais envie de réaliser des projets que je gardais en moi parce que je pensais que c'était pas pour moi, parce que je pense que je viens pas d'une certaine classe sociale, parce que je pense que chacun doit rester à sa place. Et en fait, en analysant ces petites pensées qui venaient d'une petite voix qui me percutait un peu le cerveau avec tout ça, ces croyances limitantes, hein, on va employer ce mot-là, et ben en fait, ces petites voix, c'est la somme de toutes les phrases que j'ai pu entendre de proches ou de moins proches dans le monde professionnel ou de parfaits inconnus sur Internet. Ça m'a créé une voix unique de culpabilisation, de démotivation, qui m'empêche en fait d'aller plus loin. Je ne dis pas que chaque projet que j'ai envie d'entreprendre aboutiront et que j'espère que j'aurai une reconnaissance. Je pense d'ailleurs que la majorité des projets que les gens mettent en place n'aboutissent pas forcément, en tout cas de la manière dont ils l'entendent. Mais ça m'a fait réaliser que finalement,
à part certaines responsabilités que l'on a et que l'on doit assumer parce que, je l'espère pour vous, dans la majorité des cas, nous avons choisi ces responsabilités-là. En fait, il n'y a rien qui m'empêche d'aller au-delà de ce que je veux faire, de créer des choses. Et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Michelle Obama disait dans son livre, et j'ai trouvé que c'était vraiment une phrase très intéressante, elle disait que l'échec était un sentiment bien avant d'être une réalité. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas en vous la motivation de vous créer une carrière, de vous créer un projet, d'écrire un livre et de le faire publier. Si vous avez déjà le sentiment que vous n'allez pas y arriver parce que si, ça et ça, finalement, ça va devenir la réalité. Et c'est extrêmement difficile de lutter contre ses propres voix intérieures. Alors si en plus on dit de toute façon, peu importe ce que tu fais, dans 50 ans, ça comptera plus pour personne, pour moi, ça peut aussi ajouter à la démotivation. Mais ça m'a fait aussi prendre conscience que j'avais le choix d'entreprendre ou de ne pas entreprendre ces projets-là, que rien ne m'engageait à continuer un projet si j'en avais pas envie ou au contraire à ne plus y croire, même si ça fait 2 ans que je suis dessus et que ça ne fonctionne pas. Finalement, j'ai envie de dire, si les conséquences sont entourées, sont connues, sont calculées, le choix vous appartient. Et je pense qu'on est assez peu nombreux finalement à penser ça. Moi-même la première, je pense que je n'ai pas le choix. Je pense que je suis dans cette situation A qui n'évoluera pas. On essaye toujours d'avoir de l'espoir et de penser que notre situation va s'améliorer d'ici 6 mois, 1 an. On a l'espoir parce que sinon clairement on se lèverait plus quand on a des angoisses ou de l'anxiété à de très haut niveau. Mais finalement, est-ce que je pense sincèrement que je suis responsable de mes propres choix? La réponse est très difficile parce qu'elle dépend de beaucoup de facteurs. Elle dépend de votre éducation, elle dépend de votre force mentale, de votre résilience, du milieu actuel dans lequel vous évoluez. Si vous êtes entouré de personnes qui sont négatives ou qui sont toujours à vous rabaisser, quand vous mentionnez un projet qui vous ferait rêver et qui est vraiment très très loin de ce que vous êtes aujourd'hui, et que quelqu'un dit oui, tu le feras pas. Il y a rien de pire pour moi que casser quelqu'un, même quand c'est une personne de votre famille, où vous avez juste envie de la chambrer et de dire oui, bon, comme toujours, t'as un projet, et voilà. Et je trouve que parfois les gens n'ont pas forcément conscience qu'en face, on le prend bien, on fait semblant de le prendre bien, mais qu'en fait, il y a le peu de motivation qu'on avait, ça y est, ça s'est complètement écroulé en une demi-seconde à cause d'une blague, parce que on pense soi-même que oui, effectivement, j'en parle et je devrais pas parce que je sais que je vais pas le faire. Donc c'est tout le but des croyances limitantes qui sont très en vogue actuellement et qui est devenu un vrai business aussi, qui pour moi fait partie de l'univers de la psychothérapie. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça et qui peuvent être très inspirantes, et tant mieux, qui peuvent aussi permettre d'avoir accès à des ressources, justement, à des textes, des livres qui peuvent aider les gens sur ce sujet-là, parce que la psychothérapie n'est pas non plus ouverte à tout le monde, ça représente un coût mensuel, même si une nouvelle loi est passée pour avoir des remboursements, c'est pas dans toutes les villes, les thérapeutes sont archi-bookés, c'est pas si simple que ça de faire une psychothérapie. Il faut avoir du temps, l'envie et de l'argent évidemment pour pouvoir la faire. Donc on trouve énormément de contenu très inspirant sur les croyances limitantes, la sensation d'échec, du coaching bien-être, du coaching d'entrepreneuriat, et c'est très bien. Maintenant, je vous dis tout le temps, faites aussi attention quand vous vous investissez à un point où ça engage des responsabilités financières, faites toujours attention et vérifiez les personnes à qui vous faites confiance. Personne ne se souviendra de moi dans 100 ans et de toi dans 100 ans, ou peut-être que si. En fait, c'est vraiment cet esprit de réaliser sa vie pour soi-même. Et il n'y a pas de secret, c'est très rare les gens qui, à 20 ans, savent très bien ce qu'ils veulent faire de leur vie. Moi, je pense qu'on est en perpétuelle évolution, que le monde change très vite, très vite, très souvent, que ce qui était possible hier, dans 2 ans, ce sera pas forcément possible non plus, avec le réchauffement climatique, avec des projets de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, et la vie n'est pas linéaire, surtout. La vie n'est pas linéaire, et quand on perd la santé, on peut la perdre très jeune pour plein de raisons. Quand on perd des projets de maternité, quand on perd des projets de famille au sens large, quand on perd des proches tout court, il faut se réadapter tout de suite, il faut se rééduquer soi-même tout de suite, il faut se régénérer une perpétuelle force et surtout redessiner la carte de ses envies, parce que c'est un sujet, on ne se pose pas la question, on a souvent des envies sur le moment, à l'instant T, ce fameux effet YOLO, tu ne vis qu'une fois, donc va t'acheter cette fringue en boutique parce que demain il ne sera plus.
Et c'est pas grave, ça coûte que 50 balles en moins sur ton budget. Je pense que la réflexion est un peu plus profonde que ça. Et peu de gens finalement ont l'opportunité de se poser et de réfléchir vraiment à ce qu'ils veulent dans la vie parce qu'on se connaît rarement soi-même aussi. C'est un vrai travail, c'est le travail d'une vie de se connaître. Et je pense que vivre sa vie en pensant à dans 100 ans, c'est ubuesque, mais ça l'est tout autant de ne penser qu'à 6 mois. Donc c'est un discours qui est assez ouvert parce qu'évidemment on a toutes des pistes de réflexion différentes en fonction de nos habitudes de vie aussi et de nos propres limitations. Mais c'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce que ça peut démoraliser beaucoup de personnes de savoir que personne se souviendra de soi et c'est comme certains sujets dont on ne veut pas penser pour notre futur à nous. Il reste plus qu'à se sonder et à se dire pour qui j'ai envie de vivre finalement. Et si je vis pour moi, j'ai gagné la loterie de vivre ma vie, à moi de décider de mes objectifs.